Vous pensez que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 444. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande énergie, la patate, l'envie de faire des choses, etc. Et que vous avez une bonne dose d'énergie aussi pour en profiter ce week-end et pour créer de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, publier du contenu. Et vous voyez cet adage que nous sommes la moyenne des personnes que nous rencontrons. Et ben mon invité du jour, il croit dur comme fer. Et d'ailleurs, il y croit tellement dur que il a décidé d'aller rencontrer des gens qui ont du succès. Mon invité est entrepreneur et comment il s'y est pris pour aller voir les gens qui ont du succès ? Il a acheté un enregistreur, il a acheté des micros et il est allé tendre son micro à ceux qui ont du succès dans leurs affaires, mais aussi dans leur vie créative, parce qu'il a reçu par exemple un auteur comme Bernard Werber. Et puis son envie, c'est aussi d'aller demander, par exemple, à des sportifs et peut-être les plus grands sportifs de notre époque, comment ils arrivent à gérer leur carrière, comment ils arrivent à faire certains exploits. Mon invité, c'est Mathieu Stéphanie, et vous voyez sa tête dans les classements des podcasts, tout en haut des classements, puisque son podcast Génération Do It Yourself fait partie des plus grosses écoutes de podcasts en France, voilà, tout simplement. Et il va nous donner le chiffre, voilà, et c'est juste gigantesque. Voilà, si vous commencez dans le podcast, le chiffre qui vous annonce va probablement vous faire rêver, il vous semble inatteignable, mais dites-vous qu'un jour il a commencé à zéro. Et oui, il nous le confirme, il a bien commencé avec zéro, pas d'audience, voilà, tout simplement, aucune audience. Et petit à petit, il a construit le succès, mais il n'est pas parti directement avec un gros budget, il n'est pas parti avec des grosses équipes. Maintenant, petit à petit, il construit des choses autour de tout ça. Mais au départ, il est parti juste avec un petit peu de matériel, des services dont on a parlé, vraiment le minimum, etc. Pas d'équipe, un montage réduit à zéro, c'est ce qu'il va nous expliquer. Et surtout, son idée, c'était d'avoir un contenu, voilà, dans l'idée, vous voyez, du contenu minimum viable, d'avoir un contenu qui soit vraiment intéressant, passionnant. Il s'est vraiment concentré sur l'éditorial. Donc, il part comme ça à la rencontre de personnes qui, finalement, créent des belles sociétés, plus ou moins connues, des sociétés, pour certaines vous les connaissez très bien, vous en êtes peut-être client, pour d'autres vous les connaissez moins, mais en tout cas son idée c'est d'aller voir, d'aller comprendre comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, quels sont leurs conseils de lecture, quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs habitudes, pour en retirer des petits bouts de conseils, même s'il nous dit que parfois ils sont contradictoires, ce qui marche pour l'un marche pas pour l'autre et inversement, mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vraiment il y met toute sa personnalité à lui. Mathieu Stéphanie n'est pas journaliste, il est entrepreneur, il a plusieurs entreprises, etc. Il le fait vraiment dans le but d'aller discuter avec des gens, de voir vraiment comment ils fonctionnent. Et cette recette du succès qu'il a trouvée, qu'il a mise au point pour ce qui marche pour lui, lui permet aussi d'avoir développé le podcast et de le monétiser. Et de le monétiser, vous allez voir, d'une manière qui est très intéressante, puisque quand on a son audience et quand on arrive à vendre de la pub au tarif auquel il la vend, vous vous rendez compte que ça fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires, cette histoire-là. Voilà, on parle pas juste de quelques dizaines d'euros glanés par-ci par-là, par du Patreon, des choses comme ça. On parle bien de budgets publicitaires qui sont bien plus importants. Alors, j'ai invité Mathieu Stéphanie pour nous parler de tout ça. Pour une fois, il a changé de micro, de couleur de micro, et il a pris le micro de l'invité. Et il nous raconte un petit peu comment il a lancé ce podcast, d'où venait l'idée. Il nous parle aussi, finalement, il a commencé à zéro, et qu'au départ il est parti avec des ambitions qui étaient très limitées, par exemple sortir les 10 premiers épisodes et puis faire un bilan après. Petit à petit tout ça s'est développé, ça grossit, et il nous explique que ça continue à grossir, que son catalogue lui permet de continuer à avoir de plus en plus d'audience, avec notamment, vous savez, ce qu'on appelle le contenu evergreen, tous ces épisodes en eux-mêmes, le premier épisode, le deuxième ou le troisième, même s'ils ont 1 an, 2 ans, ces épisodes-là sont toujours valables, les conseils sont toujours valables, et c'est la qualité du contenu evergreen qui fait ça, la qualité de l'éditorial aussi. C'est un élément qui est extrêmement important. Donc il nous parle un petit peu aussi comment il prépare ces épisodes, comment il contacte les invités, comment il a contacté les premiers, comment il prépare maintenant, comment il imagine aussi peut-être certains invités, c'est ce que je disais,
Comment aussi, est-ce qu'il a des manies? Vous voyez, moi il y a des trucs, par exemple, est-ce qu'il a des manies? Comment il s'organise? Voilà, tout ce genre de petites questions, vous voyez, pour essayer de rentrer dans les coulisses d'un podcast qui est, je pense, que beaucoup d'entre vous avez écouté au moins une fois un épisode. Vous êtes peut-être abonnés, et j'ai trouvé vraiment cette discussion très intéressante, peut-être d'ailleurs un peu décomplexante sur certains aspects, parce que Mathieu, par exemple, nous raconte que au départ il s'est lancé, il avait pas de site internet, sa newsletter, il a que finalement 1 millier d'abonnés sur sa newsletter, il était parti sans vraiment de compte sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça se construit au fur et à mesure, pas vraiment de grandes ambitions au point de départ, vous voyez, c'était vraiment de dire je fais les premiers épisodes, et puis il me parle même d'un petit syndrome de l'imposteur, et puis de la difficulté à gérer les commentaires qu'on peut avoir sur iTunes, comment ça peut par exemple nous mettre en colère ces histoires-là. Donc je pense que c'est à la fois inspirant et décomplexant, et c'est aussi ce que je voulais d'entendre de Mathieu, c'était vous voyez ces conseils qu'il va donner, de dire que finalement il faut se lancer, il faut oser se lancer, il faut oser faire des choses. Vous savez, je déteste, je vous en ai parlé de cette truc de dire on a une armoire à regrets tous en disant j'aurais aimé faire ça, je l'ai pas fait. Oui, en fait on a tous ça, mais il a une vision aussi des choses en se disant que peut-être il faut, sûrement même il faut passer au-dessus de ça, puis se dire on va lancer quelque chose, mais vraiment travailler sur des projets et lancer son projet. Mathieu, si son podcast Génération Do It Yourself est tout en haut des classements, c'est qu'à un moment donné il y a cru, tout simplement, c'est qu'il s'est lancé, il a fait le minimum qu'il fallait faire, c'est-à-dire c'était quoi le minimum? Et c'était aller faire des épisodes chaque semaine, inviter des gens dessus, à venir parler avec eux, faire le travail de préparation, imaginer des questions, lire leurs livres, etc., développer un petit peu l'audience, le faire connaître, et petit à petit la mayonnaise a pris et ça grossit, et il va nous raconter un petit peu tout ça, il va même nous dire un petit peu comment il monétise la manière, comment il choisit ses annonceurs, mais aussi c'est là comment il glisse ses pubs à l'intérieur de ça, comment il gère ça. On va rentrer un petit peu aussi dans les coulisses et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est une pratique qui est un petit peu pointue sur certains aspects, et c'est vraiment voilà, moi j'ai trouvé, je remercie vraiment Mathieu pour le temps qu'il a passé avec moi pour discuter de tout ça. C'était vraiment une discussion passionnante. J'ai même pas besoin de vous dire d'aller mettre un commentaire sur le podcast, parce que c'est Mathieu qui s'en est chargé à la fin. Voilà, il l'a fait pour moi. Donc je le remercie pour ça. Et donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec la discussion avec Mathieu Stéphanie. Et je vous remercie pour l'écoute, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, je vous laisse avec notre discussion avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Salut Bertrand, je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci à toi d'avoir d'accepter mon invitation plutôt, pardon. Alors je suis tout intimidé parce que je suis face à l'homme qui est écouté par un Stade de France à chaque épisode. Écoute, on n'en est pas loin, en effet, un bon gros Parc des Princes, en tout cas, ça c'est sûr. Et je m'approche du petit Stade de France, en tout cas sur les bons épisodes, j'y suis, ouais, en effet. Oui. Ça me fait quelque chose, je dois te dire. Oui, alors rappelons qu'un Stade de France, c'est quand même 80 000 personnes qui rentrent dans le Stade de France, donc c'est... Comment tu le prends d'ailleurs, cette histoire de se dire il y a autant de monde qui peut écouter un épisode de podcast ? Écoute, ça me fait très bizarre. Quand je l'ai réalisé, en fait, j'étais pour le coup au Parc des Princes. Donc, je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, mais pour tous nos amis qui supportent d'autres clubs, je suis pas non plus un ultra et exclusif. Donc voilà. Mais j'y vais assez souvent. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais dépassé à peu près sur plusieurs épisodes cette taille. Et là, j'ai regardé un peu autour. Je me suis dit, ça fait quand même vraiment un bon paquet de monde. Mais pour tout te dire, tu vois, quand j'ai commencé sur mes premiers épisodes, mon premier épisode, le numéro 1 avec Simon Davlat, c'était donc en février 2017. Au bout de quelques semaines, je voyais que j'avais 200 écoutes. Et je sais plus à qui j'ai dit ça, je crois que c'était ma mère ou mon père. Et je leur ai dit, tu te rends compte, il y a quand même 200 personnes qui ont écouté cet épisode. Et j'essayais de matérialiser. Après, en fait, ça devient abstrait, tu vois. Mais il y a un moment où quand tu es à 200, tu te dis, ça fait quand même un bon gros amphi, quoi. C'est quelque chose. Quand tu vas faire un speech devant 200 personnes, tu flippes un peu, quoi. Et moi, en physique, le plus que j'ai fait, c'est une salle à Orléans où il y avait 4500 personnes pendant une demi-heure. Et honnêtement, je faisais pas le malin.
Et la chance qu'on a en podcast, en tout cas, c'est que là, tu vois, on est toi et moi, ensemble, tranquille, et on a l'impression d'être juste là chez Bertrand, je suis plus à l'aise quand même, pour tout te dire. Bah oui, mais effectivement, de toute façon, on n'est que tous les deux, il y a personne qui regarde, il y a juste chacun notre micro, une connexion Skype, pour tout dire aux gens. Voilà, c'est quand même impressionnant, parce que quand on y pense, tu dis donc t'as lancé février 2017, t'as fait 100 épisodes, hein. Oui, j'en ai tourné 110, mais j'en ai une centaine en ligne, ouais, avec quelques hors série en fait, mais oui, 110 au total. Alors, comment t'es venu l'idée de départ, vraiment? Parce que, enfin, ton métier de départ, enfin, t'es pas podcasteur pro, t'es pas journaliste, c'est quoi ton métier? Moi, je suis entrepreneur depuis 2005. Je suis un vrai entrepreneur pure race. J'ai mis longtemps à l'accepter, mais c'est ce que je fais. J'aime créer des entreprises, j'aime créer des emplois, j'aime innover, j'aime me lancer dans des nouveaux projets. J'aime aimer ce que je fais. J'aime me dire que je vais au travail du lundi matin au dimanche soir et que je me dis jamais le vendredi soir Thank God it's Friday, comme disent nos amis américains. J'arrive pas à comprendre trop ce concept. Et donc, à un moment, quand t'aimes ce que tu fais, que tu vis dans le même monde dans lequel on vit en ce moment depuis quelques années, tu te dis que il faut être au taquet pour apprendre tout le temps. Apprendre et apprendre à apprendre, et moi c'était vraiment mon trip depuis assez longtemps, et pour ça ce que je faisais c'est que j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts, et notamment beaucoup de podcasts américains. Alors là je vais te parler du Tim Ferriss Show, de James Altucher, de Rich Roll, de gens que tu connais forcément. Tout le monde n'a pas la chance de parler anglais couramment. Moi c'est vraiment aussi un moyen d'entretenir mon anglais, et je recommande vivement à tous ceux qui parlent même assez mal anglais de s'y mettre, parce qu'en fait ça vient. Au début on comprend rien, et au bout de quelques épisodes ça vient. Et en écoutant plein de podcasts comme ça, je me suis dit, c'est bizarre, en fait, il n'y en a pas qui sortent en France. Enfin, d'ailleurs, même pour être très honnête, je me disais, j'attendais dans un coin de ma tête que quelqu'un le lance, tu vois, un podcast un peu en mode talk à deux sur des entrepreneurs ou des artistes ou des sportifs, des gens qui ont en gros méga réussi, qui ont fait des trucs de ouf, et de se dire, ok, on va essayer de comprendre comment ils ont réussi, pourquoi, mais surtout comment ils ont réussi. Donc c'est une sorte de leçon qu'on va prendre auprès de chacun des invités. Et puis à un moment, je me suis dit, mais tu vois, tu as toujours un peu ce stress de légitimité, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais attends, en fait, je suis legit, quoi. J'ai monté quand même quelques boîtes, j'en ai vendu quelques-unes. Attends, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Entrepreneur, de temps en temps, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Là, je me suis dit, attends, on est en 2017. Je pense que, tu vois, j'ai la street cred pour lancer mon podcast et aller chercher des invités et leur poser des questions sur tout ça, et me confronter aussi à eux, parce que mon trip aussi c'est de me dire, moi j'incarne beaucoup mon podcast, et de dire tiens, si moi j'ai fait ça récemment, ou je suis dans telle situation actuellement avec mes associés, comment tu gères ces situations, etc. Donc c'est un peu aussi un cours gratuit pour moi, un coaching de management, voilà, dans des choses, des univers que tu connais. Et donc un jour, je me suis dit, pour revenir à ta question, ok, je suis légitime, personne l'a lancé, je le lance et j'y vais. En revanche, je me suis promis une chose, parce que je suis le champion là-dessus d'un truc, c'est une fois que je coche une case, j'arrête. Donc je me suis dit, j'en fais 10. Une fois que j'ai fait j'en fais 10, je fais un bilan. Et une fois que j'ai fait le bilan, je choisis si oui ou non je continue, et pourquoi je continue. Mais avant, je me pose pas de questions, j'en fais 10. D'accord. Et alors, pourquoi t'as continué alors à ce moment-là, c'était... Et en fait, je reviens du coup à ta question d'avant, c'est que tu te dis, en fait, je me suis rendu compte que de l'exposition que ça me donnait, c'est-à-dire que tu vois, j'ai commencé en février, je m'étais dit j'en fais 10 avant l'été. Donc entre février et juillet 2017, j'ai mis 9 podcasts en ligne, pour être très honnête. J'ai tourné les 10, et il y en a un que j'avais dû tracher, planter, enfin, erreur de carte mémoire, probablement erreur humaine d'ailleurs plutôt que de carte mémoire, faut l'assumer. Et du coup, le bilan que je me suis fait, c'est que déjà en termes de quantité, c'était intéressant, c'est-à-dire que je te dis que au début, je faisais 200 écoutes pour un épisode, et au bout de 6-7 mois, j'étais déjà à 12 000 écoutes sur 10 épisodes. Donc du coup, tu dis, attends, je suis déjà passé à 1000, donc il se passe quelque chose.
Donc il y a une approche quanti et puis après il y a une approche qualitative qui était en fait, j'avais appris beaucoup de choses, quoi. J'avais rencontré des gens qui étaient dingues, des gens qui avaient monté des boîtes, qui les avaient vendues 100 millions à des grosses boîtes américaines, des gens que je connaissais pas. Et je commençais à me rendre compte que non seulement je vais dire en outbound, moi j'allais chercher des gens en leur disant viens sur mon podcast, ça m'augmentait mon réseau, c'était un truc de fou. Et en inbound, pour ces notions de marketing, ça faisait venir des gens qui me connaissaient pas, qui venaient m'écouter, à qui je pouvais parler de Cosa Vostra, mon agence, notre principale boîte aujourd'hui, de notre startup studio, de notre philosophie, de notre manière d'avancer, de manager. Ça me faisait venir des candidats aussi. Enfin, tu vois, et là tu te dis attends, ce truc, il a 10 épisodes, c'est 12 000 écoutes, donc c'est 1000 écoutes par épisode à peu près. Ça doit pouvoir grossir encore pas mal. Je sens que je suis sur un truc, j'y vais, quoi. Ouais. Et j'ai pas de regrets après 2 ans et demi, tu vois. Surtout qu'à l'époque, t'étais relativement... Alors, t'étais pas seul, hein, parce que finalement, Nouvelle École avait dû se lancer à peu près dans la même époque. Exactement, je l'avais pas identifié. En fait, moi, je pensais que j'étais seul quand j'ai lancé, et je l'ai identifié. Et c'est pareil parce que lui devait faire en effet peut-être quelques centaines, quelques milliers d'écoutes aussi quand moi j'ai lancé. Donc, il était invisible pour moi. Et c'est que en juin, je dirais 2017, que quelqu'un m'a dit ah bah tiens, il y en a un qui fait un peu pareil que toi. Et les quelques mois d'avance qu'il avait faisait qu'il avait, et puis aussi la qualité de son travail, hein, ce que faisait Corentin Archer, c'était remarquable, faut le dire, et c'est toujours remarquable. Tous ceux qui veulent l'écouter, il y a pas de, c'est pas périmé comme contenu, donc c'est aussi l'avantage du contenu de fond. Et du coup, je l'ai identifié. En effet, on a échangé une ou deux fois vaguement, mais voilà, il y en a d'autres qui se sont lancés après. Mais en effet, j'étais quasi tout seul sur mon créneau. Après, il y a aussi tous les dinosaures du podcast, Patrick Béja avec le rendez-vous web. Enfin, il y en a plein, hein, mais sur le business, on va dire d'entrepreneurs et de sportifs et d'artistes, on était assez seuls. Ouais. Ouais. Alors que maintenant, bon, ça se remplit, mais t'as l'avantage, c'est que t'as de l'avance. Exactement. L'avance, ça compte sur plusieurs points. Ça compte notamment sur un point intéressant, c'est l'inventaire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà 101 au moment où je te parle, épisodes en ligne. Et puis du coup, quand quelqu'un découvre mon podcast, j'ai beaucoup de gens en ce moment là qui se mettent au podcast, qui découvrent mon podcast et qui me disent j'ai eu un message ce matin de quelqu'un qui me dit écoute, j'ai écouté un épisode, dans la foulée j'en ai écouté un deuxième et là je me rends compte à quel point j'ai de la chance parce qu'il m'en reste 99 à écouter, tu vois. C'est hyper sympa, ça me fait vachement plaisir. Mais voilà, donc du coup beaucoup de gens qui découvrent d'un coup vont aller écouter ce que tu appelles un back catalogue, quoi, une profondeur de gamme. Donc ça donne un avantage concurrentiel intéressant. Puis l'autre, c'est sur les invités, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu pars de ton réseau étendu, et après tu vas chercher la lune, quoi. Et moi, la lune, je sais pas, c'est Zinedine Zidane ou je suis sur différents invités comme ça, tu vois, peut-être Jean Dujardin, j'aimerais faire ou différentes personnes qui sont intéressantes, tu vois. En dehors des entrepreneurs aussi, sur des sportifs, sur des pourquoi pas un Teddy Riner ou des gens comme ça. Et en visant ces gens-là, tu vois, tu te traces ton chemin, tu te fais tes objectifs et c'est hyper intéressant. Et je m'en rapproche, j'en suis plus proche que d'autres. Après, maintenant, il y a d'autres podcasts spécialisés sur le sport avec des gens qui les connaissent personnellement, qui prennent aussi de temps en temps de l'avance. Faut jamais se reposer sur ses lauriers, en tout cas. Ouais, mais ce que tu cites comme référence, hein, Rich Roll, c'est intéressant parce que lui, il part du sport, mais en fait, il a touché tellement de domaines sur un changement de vie global qui est assez incroyable. Moi, ça fait partie de c'est un peu de mes héros, un peu dans le genre de truc. Je sais pas si t'as lu sa biographie qui est assez incroyable, hein, sur comment il raconte qu'un jour il est arrivé chez lui, il dit mais je verrai jamais ma fille grandir, il faut que je change de vie. Et depuis, on vit ce parcours-là, et en fait, on se rend compte qu'il parle avec un nombre de personnes qui est assez incroyable. Il est sorti totalement de son domaine. Et ce que tu es en train de dire, c'est aussi un petit peu ça. C'est finalement par l'extension, petit à petit, de cercles, hein, qui s'élargissent, t'arrives finalement à aller prendre des leçons, des conseils à des gens qui te paraissaient intouchables, mais inévitables même d'ailleurs. Alors il y en a dans ta liste récente, hein, quand on regarde la liste des gens, on se dit mais comment il a fait pour avoir ces personnes-là dessus. Et la question c'est plutôt de se dire mais comment t'as eu le premier invité, les quelques tout premiers invités, comment t'as réussi à les convaincre? Alors le premier généralement,
Finalement, je m'étais même pas trop posé de questions. C'était aussi mon 100e invité avec qui on a fait un peu le bilan, Simon Davlat. Et lui, je le connaissais d'avant. C'était presque un pote. J'avais aussi la chance, moi j'ai la chance de faire partie de ces gens de la génération. Je suis rentré sur le marché du travail juste en pleine bulle internet, ce qui était pas cool, mais voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup fréquenté à ce moment-là dans le digital des gens on était très peu dans le digital, donc qui ont eu des succès phénoménaux. Donc il y a eu un peu de ça. Mais après, en fait, pour tout le monde. C'est un peu comme du commercial en fait tout ça. Hein. Tu veux avoir quelqu'un sur ton podcast, déjà tu lui demandes. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu lui demandes pas, tu l'auras pas. Tu prends des portes, je prends encore plein de portes, hein, mais je prends plus de portes que de portes ouvertes, hein, tu vois. Donc ça c'est clair. Parce que je suis ambitieux, parce que je vais pas forcément. On me propose aussi beaucoup de personnes. Je cède pas à la facilité de me dire je prends les gens qu'on me propose. J'ai pas envie de subir mon podcast. C'est un projet personnel dans lequel je vais être un acteur. Et donc du coup là-dessus je me dis bah tiens je veux un tel, ça c'est super. Il arrive qu'on me propose des gens qui me vont très bien et je suis ravi. Mais tu vois, pour te dire, un des derniers épisodes qui cartonne, je pense qu'il est vraiment très très bien parce que le type est fascinant. Anthony Bourbon, qui a fondé la marque Feed, donc des aliments en bar et à boire, bouteille, voilà, ouais. en bouteille, ouais, des repas entiers, hein, complets. Et ben lui, c'est une agence RP qui me l'a proposé. Normalement, je dis plutôt non, voire quasiment toujours non. Puis là, ça m'a intrigué, etc. Là, l'autre avantage que j'ai désormais, je vais revenir, pardon, sur ta question, je m'égare comme souvent, c'est que j'ai pu demander, j'ai dit je veux bien le faire, mais je veux un embargo. Je vais être le premier à le sortir parce que généralement, quand tu as une agence RP qui découvre le monde fantastique du podcast, elle écrit à 20 podcasteurs en même temps. Ouais. Et du coup, quand tu sors ton invité, tu te rends compte qu'il est partout en même temps. Et eux, ils sont peut-être contents, mais moi, je suis pas très content d'avoir le même invité que tout le monde, le même jour, la même semaine. Tu vois, c'est un peu relou. C'est pas très intéressant. Donc, du coup, j'ai un peu cet avantage concurrentiel. Sur ceux qui ont suivi, l'avantage que tu as, c'est que t'as déjà un peu des enregistrements, tu peux leur envoyer, ils voient que t'es pas là. Moi, une différence que j'ai avec beaucoup de journalistes là pour le coup, c'est que je suis pas là je suis dans une zone de confiance. Moi, je suis pas là pour emplâtrer les gens, quoi. Si y a un truc qu'ils veulent pas me dire, je vais leur dire avant. Je vais leur dire, moi, j'aime les chiffres, j'aime savoir combien t'as vendu ta boîte, quel chiffre d'affaires, quelle marge, combien t'as coûté ta première prod, ton premier site internet, comment t'as fait ça, etc. Si ça, tu peux pas le dire, tu me le dis, mais je vais pas insister. Si je réussis à triquer un petit peu, à avoir des chiffres et puis à refaire le calcul, je le fais pour me marrer, ça les fait rire généralement, mais c'est pas bien grave. Et donc après voilà, la plus grosse difficulté, c'est de sortir de cette zone, c'est-à-dire moi ma zone de confort c'est les entrepreneurs et je pourrais même aller plus loin, les entrepreneurs dans la tech. Là-dedans, honnêtement, je pense que je peux réussir à avoir à peu près maintenant, tu vois, qui je veux. Enfin, c'est pas sans prétention, tu vois. Je dois pouvoir réussir à atteindre, en tout cas facilement, qui je veux, qui comprend son intérêt. Mais si je veux aller, par exemple, sur des entrepreneurs, je sais pas moi, en dehors de la tech. Même un Patrick Drahi qui a construit tout l'empire, tu vois, que j'aimerais bien avoir, tout l'empire Altis Media qui est propriétaire d'SFR, etc. Bon, eux ils me connaissent pas encore, ils ont pas bien identifié l'importance pour eux, etc. Et puis après, si tu vas sur des sportifs ou des artistes, tu vois, j'aimerais bien avoir le photographe JR. JR, il s'en fout de Génération Do It Yourself, il m'a jamais vu, je suis pas dans son scope. Lui, il préférerait aller sur Rich Roll ou Tim Ferriss, je pense d'ailleurs, tu vois. J'adorerais avoir, je sais pas moi, dans les sportifs, je les ai cités, mais des acteurs, des actrices, des Oscarisés, tu vois, on a 2 Oscarisés en France, c'est quand même fantastique. J'aimerais bien, enfin, en acteur, c'est quand même fantastique, quoi. Ouais. Surtout que tu te rendrais compte en plus qu'ils ont une démarche entrepreneuriale de leur vie, de tout ce qu'ils gèrent, de leur entreprise qu'il y a derrière, puisqu'ils ont des salariés, ils ont avec des business qui ont un fonctionnement différent, mais finalement ça reste des chefs d'entreprise et qui gèrent ça aussi d'une manière qui est intéressante. Et en plus, ils ont une gestion d'image, de tout un tas de choses qui, je pense, serait fabuleuse à comprendre comment ils gèrent ça, quoi. Exactement. Et puis ils ont aussi, je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans ce passage du sorte de consommateur à l'acteur de ta vie, tu vois, c'est qu'ils vont chercher des ressources en eux, comme un entrepreneur, comme un artiste, enfin, ou un sportif, je voulais dire, qui sont vraiment très profondes.
enfin, Jean Dujardin, quoi, je le reprends, mais comment tu passes de Bryce de Nice à l'Oscar du meilleur acteur, tu vois, et est-ce qu'il y a cru, comment t'es meilleur, comment t'es médaille d'or au JO, à Londres, à Athènes, à Pékin, peu importe, plutôt que numéro 4, tu vois. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est que le psychologique? Est-ce que c'est un coach qui t'a fait ça? Est-ce que c'est un volume d'entraînement hallucinant? Est-ce que c'est des techniques précises? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment à l'intérieur ces gens fonctionnent, quoi. Ouais, et c'est vrai que ça doit être assez incroyable de comprendre tout ça. Comment tu prépares un épisode là quand quand t'as ton invité qui t'a dit oui, comment tu te prépares? Alors, j'ai un peu de chance, c'est que je suis sur un podcast qui est, j'allais dire, je sais pas si c'est le bon terme, pas contemplatif, parce que je suis pas fan et à contempler les personnes, j'essaie d'être acteur de mon podcast, mais dans la découverte. Donc, j'essaye de pas tout savoir sur les personnes que je reçois. Je prends un exemple. Récemment, je reçois une femme moins connue d'ailleurs, Clara Blockman, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Isée Lingerie. Et au bout de, je sais pas, 20 minutes de podcast, en posant une question qui du coup, après coup, je me dis était plutôt pertinente, m'explique qu'en fait, son mari a fondé Cézanne, qui est une des grosses DNVB, une des grosses marques du digital en France. Et ça, je le savais pas. Et je sais pas si ça doit être écrit, j'aurais pu le savoir. Mais du coup, tu vois, tu t'arrêtes. Je lui dis, attends, t'es en train de me dire que toi, en 2012, t'as créé Isée, qui est quand même un des gros succès de la lingerie en ligne en France. Et en 2013, ton mec fonde Cézanne. Et qu'entre-temps, vous avez eu 2 enfants. Enfin, tu vois, et là, t'as un toit déroulé avec de l'authenticité, tu vois. Donc, c'est sympa. Donc, je prépare quand même, hein, c'est plutôt 1 ou 2 heures. Je vais lire des articles, je vais regarder un peu de vidéos, surtout des articles. Et après, ce que je fais, ça, c'est la moindre des choses, c'est quand j'ai des invités qui ont écrit 1 ou plusieurs bouquins, j'essaye d'en lire 1 ou plusieurs, parce que sinon, c'est totalement irrespectueux. Et puis, il faut être capable de partager leur œuvre, leur travail, de comprendre comment ils ont écrit ce bouquin, comment ça se passe, etc. Donc ça, du coup, tout d'un coup, tu vas te rajouter 5 à 10 heures de boulot. Voilà. T'as en général, t'enregistres ça en physique, hein, j'ai envie de dire, tu les rencontres les gens, tu vas chez eux, ils viennent dans ton bureau, ça marche comment tout ça? Écoute, oui, je les invite chez Cosa Vostra, dans le 17e à Paris. J'ai cette chance d'être à Paris, ou cette malchance pour d'autres, hein, d'ailleurs, mais moi j'estime que c'est une chance, c'est une ville qui me plaît beaucoup. Et ça me permet de faire ça en physique. Ce qui est assez sympa, parce qu'en plus j'ai des enjeux business quand même. Il y a pas mal de gens qui viennent ici. Je les invite jamais, et soyons clairs, jamais avec une idée de faire du business avec eux. Mais il arrive que quand ils font le tour, que je leur présente des gens, qu'on va boire un café avant, après, ils me disent ah bah tiens là-dessus, ouais tiens, je pourrais avoir des besoins. Il faudrait que je te présente machin ou machine chez nous. Et du coup. Tout ça s'enchaîne et puis on fait du business, donc c'est intéressant. Donc ça j'aime bien. Donc j'enregistre physiquement chez Cosa Vostra et de temps en temps exceptionnellement physiquement chez la personne ou dans son bureau. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit ici parce que ça me donne aussi un peu de, tu vois, sur certaines personnes ils savent pas qui je suis et donc j'essaie de les préparer un peu avant, mais j'aime bien aussi leur montrer un peu le fait que je parlais de street cred, hein, je sais pas si de crédibilité un minimum, que j'ai 50 employés sur 4 bureaux, que j'ai fait mes classes et que voilà, on est sur on se parle d'alter ego et voilà. Donc du coup, pour moi, c'est aussi important de leur montrer tout ça. Ouais, alors on parlait tout à l'heure des sportifs. Les sportifs, ils ont toujours des petites manies, des petits trucs, tu sais. On s'est moqué un peu de la pub avec la chaussette gauche de Zidane ou la chaussette droite, je sais jamais à laquelle il commence. T'as une petite manie, toi, avant d'enregistrer un podcast, avant de prendre le micro, t'as un petit truc? Alors je les prépare un petit peu, c'est une très bonne question. Moi j'ai des petites superstitions. On me l'a jamais posé cette question. Mais figure-toi que là tu me vois, donc on est sur Skype, j'enregistre sur mon micro quand même pour avoir un son meilleur que je vais t'envoyer après. Et le micro que tu vois sur Skype, il est bleu. Et le micro bleu, c'est le micro de mes invités.
Et moi, mon micro, normalement, il est rose. Et en fait, j'ai mis le micro bleu parce que je suis ton invité. Mais si je suis sur Génération Do It Yourself, jamais je m'enregistrerai avec le micro bleu, jamais. Là, j'aurais pu enregistrer avec le rose, mais sauf que je suis tombé sur le bleu et que je me suis dit, bah non, c'est pas mon podcast, donc c'est pas grave. Mais donc, j'ai des petites habitudes, des petites manies. Après, je les prépare. C'est surtout ça. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on commence à se tutoyer un petit peu avant, qu'ils comprennent un peu qui je suis. Tu vois, je les prépare mentalement. Je leur explique, voilà ce que je veux travailler, la vitesse d'exécution, l'éthique, l'innovation, comment tes routines, tes outils, tes choses comme ça, pour que vraiment, tu vois, ils commencent à se dire, ok, ça va être intéressant, on va parler de ça, on va parler de ça. Tu vois, qu'ils aient un peu une idée du schéma du déroulé. Mais sinon, j'ai mes petites superstitions. Oui. Mais tu l'as appris quelque part, ça, ce fonctionnement, tu vois, de préparer, c'est inné, t'as regardé des astuces, t'as écouté un petit peu ce que faisaient les autres. Comment tu t'es rentré dans cette peau là finalement de... Je l'ai fait honnêtement. Alors, je suis un gros travailleur, mais je l'ai fait à l'arrache quand même. Hein, je supporte pas m'écouter, toujours pas. Donc du coup, je me dis, tu peux encore progresser. Je trouve que j'ai un flow qui est pas très bon. Et encore, tu vois, je donne à la limite peut-être une meilleure impression à tes auditeurs parce qu'une fois de plus, c'est pas mon podcast. Mais quand je suis sur le mien, j'ai l'impression de bafouiller en permanence, de pas avoir, tu vois, être fluide dans mon élocution. Ça me rend malade quand j'entends moi certains de mes invités qui sont très bons, qui ont des grosses punchlines, qui sont drôles, etc. Je me dis, attends, mais t'es sérieux, t'as vraiment encore du boulot. Donc je vais écouter d'autres gens. J'écoute quand même sur certaines, depuis que j'ai mon podcast, j'écoute sur certains podcasts des épisodes. Il y en a eu avec Tim Ferriss et James Altucher. J'écoute moins Rich Roll maintenant, mais je devrais m'y remettre d'après ce que tu dis. Mais où certains épisodes, ils parlent un peu de leur prod, de leur monétisation, d'un certain nombre de choses, de comment grossir, de comment ils gèrent les feedbacks des auditeurs, etc. Et ça, j'ai l'impression de pouvoir m'inspirer. C'est une manière pour moi de bosser et d'encaisser un peu de du savoir, quoi. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas appris comme ça en me formant plus que ça. Tu parlais d'ailleurs sur le plan de te lancer au départ. J'avais lu un article à ton lancement. Alors je sais pas de quand il date exactement, mais je l'avais trouvé sur Medium et puis j'ai regardé en favori parce que j'ai trouvé assez intéressant sur le fait que finalement, techniquement, t'as quoi? T'as un enregistreur portable, 2-3 micros, et tu balançais, la plupart, t'avais pas de montage quasiment, c'était tout sur Auphonic, et puis tu balançais ça les deux pistes, non? C'était à peu près ça le départ. Exactement. Mais c'est toujours ça aujourd'hui. Hein. J'ai zéro montage. Alors il se trouve que j'ai la chance maintenant comme je monétise un peu mon podcast, j'ai des sponsors qui m'accompagnent. Du coup, je me fais accompagner désormais d'un monteur mais il monte pas l'épisode. En gros, aujourd'hui, j'appuie sur le bouton rouge de l'enregistreur, de mon Zoom H6. Au début de l'enregistrement, je rappuie dessus à la fin et je mets tout en ligne sur ce logiciel en effet qui s'appelle auphonic.com. C'est auphonic.com. Et qui te permet de cleaner les pistes, de tout égaliser. C'est fantastique, ça a changé ma vie. Et après, ça me met une intro, une sortie, et c'est fini. Et en fait, ce que fait Morgan Prudhomme, pour ceux qui sont intéressés, je dois lui rendre hommage aussi, ça s'appelle Studio Module, sa petite boîte, et il fait ça très bien. Ce que fait Morgan, c'est qu'il m'aide à aller chercher désormais dans l'épisode les meilleurs morceaux de l'épisode qu'on va mettre au début en teaser. Comme ça, ce que je veux, c'est que quand tu écoutes le début de l'épisode, tu te dises ah ouais, ils vont dire ça, ah ça a l'air fou, et de te dire ok, je veux le retrouver dans l'épisode. Parce que le problème que tu peux avoir, c'est que comme je fais du format long ou très long, tu vois, j'ai des épisodes d'1h30, 1h45, 2h, de temps en temps un peu plus. Tu peux te dire au bout de 10 minutes, non, en fait, il est chiant cet épisode. Et alors que derrière, y a des trucs qui arrivent qui sont juste fantastiques. Mais dans ma manière de faire, de temps en temps, j'ai besoin de poser la personne, de la mettre en confiance, de la laisser parler sur certaines choses. Et puis après, on va aller dans le dur et de la faire sortir de ce qu'on appelle ces éléments de langage. Surtout quand j'ai fait un ou deux politiques qui ont l'habitude de répéter toujours la même chose. Et faut les amener au-delà d'une heure d'enregistrement, et au-delà d'une heure d'enregistrement, généralement tu réussis à briser la glace, quoi. C'est intéressant. Mais c'est ce que les médias n'arrivent jamais à faire d'ailleurs. Moi j'ai fait 17 ans, 18 ans de blog local, hein, et j'avais les hommes politiques et je me suis rendu compte de ça en fait.
C'est-à-dire qu'au début, si tu leur demandes une petite réaction, ils savent la faire par cœur, les yeux fermés dans tous les cas. Et puis dès que tu commences à les pousser un petit peu, tu discutes un petit peu. J'ai souvenir par exemple d'un politique local qui avait fini par me donner le fond de sa pensée sur un incinérateur qui était totalement inverse de ce qu'il voulait dire. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il a compris que de toute façon sa position était difficilement tenable. Et c'est sur la petite phrase, il le dit, tu vois, il dit toujours sa position, qui répète, et puis à force de discuter, de répéter, etc., il finit par admettre que quelque part, oui, ça tient pas en fait. Et Oui, il t'a raison et c'est intéressant, c'est vraiment passionnant ce que tu dis parce que faut leur donner du temps, faut discuter, faut les écouter, ce que tu appelles de l'écoute active, les relancer sur un certain nombre de choses et pas essayer de leur faire dire ce que tu as envie d'entendre en fait. Et je pense que ça tu as dû en faisant du blogging, mais il te l'a confirmé après, c'est-à-dire que ce qu'il t'a dit, c'était pas un lapsus quoi, il t'a dit. Ah non, mais en plus, tu sais, alors moi je filmais ça, donc c'est tout filmé, et en fait, j'avais un épisode qui était monté avec des petites coupures, et puis j'ai un épisode long, ce que j'appelais le format RAW, tu vois, carrément le brut. Et quand il finit par le dire, il me regarde, il me dit ah merde. Il me dit ah punaise, il me dit là ouais il y a le truc, il me dit t'as compris vraiment le fond de ma pensée, et il a dit bah c'est pas grave hein, c'est dedans, mais il avait saisi, tu vois, qu'au bout d'un moment ça tenait pas en fait, les petits messages pouvaient tenir, et qu'au bout d'un moment bon ça tenait pas tant que ça. Mais c'est vrai que les hommes politiques sont tellement rodés, et puis ils te répètent toujours la même chose, et puis ils partent sur des semaines où ils font tous les médias, etc. Si toi tu les croises là-dedans, t'as juste l'impression que finalement ils savent plus quitter, mais qu'ils répètent toujours le même truc. Et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à les amener sur quelque chose un petit peu différent, et surtout de les qui se livrent en fait vraiment le fond de leur pensée, parce que c'est ça qui est compliqué avec eux. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse chez certains hommes politiques, alors dans Do It Yourself, c'est les gens qui se sont lancés, hein, donc c'est pas que les entrepreneurs, c'est pas que les artistes et les sportifs, c'est les gens qui se sont lancés. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu te fais élire. Je reviens là-dessus, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le comment et le pourquoi, mais le comment il est hyper intéressant. Et eux, les hommes politiques, ils sont toujours sur la prochaine élection, les idées, des choses à défendre, etc. Mais moi, en fait, ça m'est complètement égal ce qu'ils défendent comme idée. J'exagère un peu, hein, mais pas tant que ça en fait. Je suis pas là avec Cédric Villani à parler de son projet pour la mairie de Paris. C'est pas ça mon travail. Moi, mon travail, il est de comprendre comment tu obtiens la Media Fields et que tu as une sorte de prix Nobel de mathématiques. Il est de comment tu es meilleur que les autres en maths, sachant qu'il me fait comprendre que lui, il n'était pas fondamentalement meilleur que les autres, mais qu'il travaillait différemment. Comment tu te fais élire en tant que député, comment tu progresses, etc. Et donc du coup, tu arrives là-dessus à aller sur des choses qui sortent des sentiers battus et qui sont pas leur programme, leur vision un peu déjà papier glacé, bien travaillé, bien polissé, les éléments de langage du parti, etc. Ouais. Alors bon, dans ton 100e épisode, tu avais fait le bilan les épisodes que tu avais bien aimés, etc. Donc je renvoie les gens à l'écouter parce que je vais pas te faire répéter les choses. Hein. Franchement, on va pas se doubler. Moi, il y a 2 épisodes qui m'ont marqué. Il y en a un, c'est Philippe Gabillier, parce que franchement, j'ai partagé à tout le monde, et je pense que pour amener des gens à écouter ton podcast, ça a dû être quand même un vecteur de gens qui ont accroché, parce que j'ai trouvé le personnage vraiment fabuleux, et je l'ai partagé dans ma newsletter, hein, c'est comme ça qu'on avait pris contact d'ailleurs, si tu te rappelles. Vrai, je te remercie, ouais. Et c'était vraiment un épisode. Et puis alors, il y en a un qui m'a marqué, c'est Bernard Werber. Parce que dedans, il donne ses trucs. Il y a des trucs, par exemple, le fait qu'il réécrive son bouquin 2 fois, 10 fois et tout. Le fait qu'il est, c'est des anecdotes que je raconte. Et tu vois, je me dis, mais l'autre jour, j'ai dit à mes étudiants, je dis, mais Bernard Werber, il s'entraîne à attraper ses rêves le matin, etc. et tout. Ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu, tu vois, sur ce truc, ou peut-être qu'il l'a raconté, mais où il a pris le temps de le raconter. Et je crois d'ailleurs, ça fait partie des épisodes où à l'époque, tu les coupais en 2 quand tu trouvais que c'était trop long, non? Oui, tout à fait. Avant, je coupais mes épisodes, puis à un moment, je me suis mis à assumer qu'un épisode pouvait être long. Et ça, c'est aussi en écoutant des podcasts américains. Tu vois, là, il y a Joe Rogan, il fait des épisodes de temps en temps de 5 heures, hein, quand même. Ouais. Donc voilà, faut juste accepter qu'un podcast, quand il est long, ça se feuilletonne, ça s'écoute comme un roman. En plusieurs fois, on le coupe, on le reprend. Quand on est arrivé en voiture à l'endroit où on devait aller, on arrête. Puis quand on remonte dans la voiture, on reprend. Et puis quand on continue et qu'on fait la cuisine ou le ménage, on reprend. Et puis quand on va courir ou voilà. Et ça, c'est comme ça que moi je les écoute. Donc j'ai des podcasts en cours là en ce moment, j'en ai plusieurs, et puis voilà. Mais t'as raison, Philippe Gabillier,
Je pense que Anthony Bourbon, alors c'est ce que je disais dans le 100e, hein, c'est que je suis toujours le dernier épisode pour moi est le meilleur. C'est pas par manque de respect par les autres, c'est qu'à chaque fois je prends une telle claque qu'en fait je me dis waouh, le dernier voilà. Mais Philippe Gabillier sur la chance, c'est vraiment plein d'enseignements, un type fantastique et une sorte de parcours incroyable sur quelqu'un qui a fait une vidéo sur la chance qui lui a donné sa chance de sa vie en fait quoi, et c'est fou, et en effet j'en ai tellement, j'ai pas beaucoup d'épisodes sur lesquels je me suis dit honnêtement ça a pas le mérite d'être mis en ligne quoi, hein, tu vois, donc c'est vraiment dingue. Et je rebondis sur Bernard Werber, j'ai fait 2 écrivains, Bernard Werber et Joël Dicker, et c'est là où tu vois la manière dont ils travaillent, c'est des besogneux incroyables. C'est là où tu vois aussi l'importance de sortir de ta zone de confort, de pas travailler que l'entrepreneur, parce que attraper ses rêves, comme tu le dis tout à l'heure, être capable dès le matin de te dire ok, je vais noter ce truc-là alors que c'est encore frais, sinon tu l'oublieras à jamais. Mais c'est quelque chose qui peut être très important. Le journaling, comme le font beaucoup d'Américains, être capable d'écrire, comme le dit Simon Davlat aussi, plusieurs fois ou une fois par jour au moins ce que tu as fait dans la journée, 2 lignes, 3 lignes, 10 lignes les bons jours, mais c'est hyper important. Et ça, je l'ai fait un moment, je le fais plus assez et je m'en veux de pas le faire. Bon, faut pas s'en vouloir. Ils mettent la pression, tous ces gens-là. Ouais. Et puis tu peux pas appliquer ce que tout le monde dit, parce que si tu fais ça, déjà tu deviens complètement psychopathe, je pense névrosé, et tu finiras avec de gros problèmes dans ta vie. Mais bon. Ouais, parce que c'est vrai il y a tellement plein de petits conseils qu'ils peuvent donner. Et puis j'imagine en plus tu repars avec des listes de lecture, des trucs, des références, des rebonds. Ils doivent se dire ah tiens, faudrait que t'ailles voir un tel, etc. et autres. J'imagine, tu dois avoir une liste de gens potentiels qui grandit à chaque fois que t'en croises un, quoi. Ouais, non, ça c'est incroyable. Il me propose souvent des gens. J'avais cette question à un moment qui était de dire qu'est-ce que tu me recommanderais, et en fait je l'enlève ou je la mets pas toujours parce que parce qu'après je me sens potentiellement un peu obligé d'inviter les personnes, et comme je l'ai pas posé, voilà, et que si c'est pas mon trip ou que je sais pas, voilà, mais souvent ça donne quand même des belles recos. Mais oui, en effet, les listes de lecture, j'essaye de les suivre, mais aussi j'ai aussi envie de lire d'autres choses. Donc si je commence à lire un livre par semaine de l'invité en cours, je réussirais plus à choisir moi-même de mon propre chef les livres que j'ai envie de lire. Ce serait que les recos de mes invités. Mais souvent ils ont des bonnes recos, et figure-toi que tu vois, pour sortir de cette zone où moi j'ai une grosse littérature business, et beaucoup de mes invités sont comme ça aussi. En ce moment, je lis le Lambeau, qui est un livre fantastique, et qui est vraiment plus de la littérature, et qui m'a été recommandé par 2 invités de mon podcast cet été. Et je regrette pas d'être rentré dans ce livre parce que je suis en train de me régaler à pas dormir la nuit pour essayer d'avancer encore plus, tu vois. Et ce qui est super marrant, on parlait de Tim Ferriss, mais quand tu regardes les recommandations des invités de Tim Ferriss, ils ont souvent des recommandations qui sont philosophiques, des romans, tu vois, mais vraiment des trucs. Moi, j'avais pris dans certains de ces bouquins des recommandations. Il y a des fois, il y a aucun livre business dans les recommandations de certains de ces invités qui sont pourtant des chefs d'entreprise, etc. Mais c'est sur la philosophie, c'est sur Siddhartha, tu vois, des choses comme ça, des livres comme ça, et qui amènent aussi, qui montrent aussi qu'ils réfléchissent différemment, qui sont capables aussi d'aller chercher de l'inspiration à droite à gauche. Et c'est ce que j'ai trouvé qui était intéressant aussi quand la manière de les aborder, hein, tes invités, on découvre aussi une manière de penser en fait. Et j'imagine que là-dessus, toi, ça fait partie des trucs. Je me dis, mais il y a des choses que tu dois apprendre, tu vois, tu dois ressortir, tu dois te dire, il y a ce petit bout de truc là, j'aurais peut-être pas pensé, ou je voyais peut-être pas comme ça, etc. Et tu dois te dire, j'ai envie d'essayer, non? Enfin. Ah bah oui, non mais systématiquement, hein, j'ai fait des mois et des mois de méditation après mes premiers invités. Je continue un peu, mais je suis moins assidu, mais j'en fais quand même encore un peu parce que les premiers beaucoup méditaient. Et pour moi la méditation c'était un truc. Je vais dire, c'était un peu un truc de hippie, quoi. J'exagère un peu, mais c'était pas un truc très. Moi, qui suis assez concret, rationnel, bulldozer, je me disais ouais bon. Et en fait, non, c'est fantastique. C'est un moyen de prendre du recul dans un monde où on est en permanence agressé par des notifs, des tas de choses, etc. Et puis où il y a beaucoup de pression tout le temps. Voilà, il y en a plein, comme tu le dis. J'essaye d'en appliquer. C'est l'objectif de ce podcast. C'est vraiment comment. Donc, j'essaye d'appliquer les choses qu'on me dit. Ce qui est bizarre à la fois,
c'est qu'on me dit tout et son contraire, quoi. Et que du coup, tu as des gens qui vont te dire ah non, moi je bosse vraiment, je suis très efficace, je bosse de telle heure à telle heure, après 19 heures je bosse plus, je touche plus un écran, ou après 17 heures je bosse 8 heures par jour, et puis voilà. Et puis mon objectif c'est à 40 ans de tout arrêter. Puis tu en as d'autres qui te disent non mais moi je bosse nuit, jour, matin, soir, tout le temps. Il y a que comme ça que ça peut marcher. À chaque fois tu les écoutes et tu te dis mais ils ont tellement raison. Donc c'est voilà, il faut que chacun prenne sa. C'est là où en fait, tu vois ma thèse de base, qui est on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Eh bien, cette moyenne, c'est toi qui l'as choisie. C'est pas une moyenne que tu subis, tu vois. Dans tous les gens que tu vas fréquenter sur Génération Do It Yourself, c'est à toi de te dire, chez lui je vais prendre ça, chez lui je vais prendre ça, et finalement chacun devient une personne totalement différente. Moi je dis pas qu'il faut copier les gens qu'on va voir, ce serait un peu triste. Ouais, et tu parlais de chiffres tout à l'heure, donc on a dit que tu remplissais un Stade de France ou presque à chaque écoute. Je peux te donner mes chiffres exacts, hein, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, bon bah vas-y, t'en as combien d'écoutes à peu près Aujourd'hui, j'approche des 300 000 écoutes par mois, sachant que donc là je peux donner la date à peu près, même si ça. Oui, vas-y. Ouais. On est en octobre 2019, presque novembre. Sur octobre, je vais faire 275, je pense, 280 000 écoutes, sachant que j'ai franchi la barre des 200 000 en septembre. D'accord. Et en juillet, j'étais à 185. Donc 185, 235, 280, 280. Tu vois, donc le rythme est juste effréné. J'ai presque pris 100 000 écoutes de plus sur 2-3 mois d'écart. Donc c'est quand même vraiment fou. Et ça continue, et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire c'est 10, 15, 20, 25, 30% de croissance mois sur mois. Et donc voilà, je pense que tu vois, je sais pas, j'imagine que ça va atterrir. Je me disais à l'origine qu'au-delà de 300, j'aurais du mal. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que ça va aller plus loin, j'en sais rien. Mais donc voilà, ça fait que les meilleurs épisodes, en effet, avec le temps, qui sont un peu vieux et qui sont encore beaucoup écoutés, en effet, ils avoisinent plutôt les 70 000 écoutes. Les moins bons, on est sur 15 000, 20 000. Voilà, les plus récents avec des invités, j'ai eu une série qui s'appelait Early Stage récemment, qui est super, que j'ai fait avec un partenaire, j'étais ravi de la faire, mais c'est des invités moins connus qui sont plutôt dans leur carrière d'entrepreneur. Donc du coup, là-dessus, évidemment, je fais un peu moins d'audience et moins des gros noms, mais pourtant c'est tout aussi intéressant. Donc voilà. Mais alors justement, c'est une question qui est intéressante parce que ton podcast est monétisé, t'as des gens qui viennent d'acheter de la pub chez toi. Je dis du sponsoring parce que c'est pas vraiment de la pub. Ouais, donc du sponsoring, c'est intéressant d'ailleurs de dire parce que en plus tu l'as défendu, mais je trouve que ce serait intéressant que tu nous rappelles comment tu choisis finalement ces annonceurs, ces sponsors, parce que t'as une philosophie bien particulière là-dessus. Hein. Oui, je pense qu'il faut, en fait, il faut que ce soit. Toi, t'es pas journaliste, hein, Bertrand, à l'origine. Non. T'es donc blogueur. Mais nous, on a une chance de pas être journaliste par rapport aux journalistes, je dirais. Après, faut faire attention parce que les journalistes sont, alors évidemment, très forts, et ils ont appris beaucoup de choses très bien. Il faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Mais un journaliste, déontologiquement, il ne peut pas faire de pub. Ou alors, il sort, limite, il rend sa carte de presse, mais c'est quand même un truc où c'est une ligne rouge à pas franchir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le podcasting, il y a souvent ce qu'on appelle un format de sponsoring qui est du host read, donc de l'anglais. Host, ça veut dire le comment tu dirais l'animateur. L'animateur, oui, c'est l'animateur. Voilà. Hein, c'est qui lit la pub. Hein. Exactement, et qui l'écrit. Et donc du coup, c'est moi qui écris et qui lit le message que j'ai proposé à mon sponsor. Et souvent, même ce message, je l'ai souvent écrit avant même de leur proposer, et je leur dis voilà ce que je pourrais dire, et puis on fait quelques modifs, mais ils se disent ah ouais c'est cool. Mais du coup je suis vraiment assez proche d'eux, c'est des gens que je veux vraiment avoir sur mon podcast, et donc j'en ai une liste de 30, 40, 50, et là il se trouve que tu vois, je crois que je l'ai encore jamais dit, mais j'ai encore là je suis full pour les 3 prochains mois. J'ai un trimestre full de pub entier sur les 3 prochains mois. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des annonceurs qui sont contents
parce que ce que je dis sur eux, tu vois, là, j'enregistre jamais avec une casquette, mais tu me vois avec une casquette. J'ai reçu aujourd'hui mes casquettes GDIY comme génération. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Hein. Un trucker hat, tu vois, qui est fait par donc mon sponsor, je peux le citer. Oui, vas-y. Oui, qui s'appelle Kimono, c'est kimono.co et mon sponsor là-dessus, c'est moi qui suis allé les chercher. Je leur ai dit, les gars, en fait, eux, ils habillent la culture d'entreprise. C'est vraiment leur trip. Dire, ok, on va faire des très beaux vêtements, des trucs sympas, etc., différents, pas les trucs que font les traditionnels acteurs ce que eux détestent comme terme. Et ils ont raison, les goodies et les objets publicitaires, c'est pas du tout ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils refusent. Hein. Il y a des moments où ils disent non, ça, faut pas le faire comme ça, etc. En fait, je les ai contactés, ils m'ont dit ah ouais super, etc. Et en fait, on a une relation très très proche et du coup, je leur ai dit mais tu vois, je suis très légitime pour faire de la pub je défends beaucoup la culture d'entreprise, je défends beaucoup les nouvelles manières de travailler, les nouvelles manières d'avoir des employés. Et je me dis, tu vois, en faisant tout ça, dans les gens qui m'écoutent et la cible que je touche, si je suis capable de leur dire, Kimono, c'est vraiment le meilleur partenaire, je le pense parce que je l'ai déjà utilisé. Alan, c'est la meilleure mutuelle parce que depuis que j'ai changé, c'est vraiment top. Et du coup, à chaque fois, tu vois, je suis très lié avec eux, donc c'est vraiment intéressant, je pense. Ouais, t'es vraiment fan d'Alan hein, quand même parce qu'à chaque fois tu nous les ressors. Non, c'est parce que c'est dans les récents. Non, mais voilà. Après, non, mais c'était une taquinerie en fait, plus qu'autre chose. Non, mais je le suis en plus. Après, tu vois, ça m'empêche pas d'avoir des clients dans cet univers, de les accompagner et aussi de dire, alors qu'ils sont pas des sponsors de Génération Do It Yourself, mais qui sont des personnes qu'on va accompagner justement dans le nouveau monde des startups de la mutuelle et voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche exhaustive de tout ça. Mais donc voilà, je vends, pour finir, parce que je vais te donner des chiffres, je vends sur des très gros volumes, jusqu'à il y a quelques mois, j'essaye de plus le faire, mais entre 65 minimum et 85 euros pour 1000 écoutes. Donc ça devient un business assez sérieux en ce qui me concerne, tu vois. Bon, après, moi, j'emploie plus de 50 personnes, donc ça reste quelque chose qui rentre dans un total qu'il faut alimenter. Mais c'est pas un small business. Et il se trouve en plus que moi, j'ai une autre manière de monétiser, c'est que parmi mes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui se disent mon objectif initial avec Génération Do It Yourself, c'est de dire à mes auditeurs, si vous écoutez mon podcast, si vous me connaissez, parce que en fait ils me connaissent, ils savent que je suis pas un sale type, que je suis pas tu vois, que j'essaye de progresser, que j'ai mes problématiques de recrutement, que j'essaye de faire progresser mes collaborateurs, ils comprennent tout ça. Et si vous comprenez mon trip, faites bosser Cosa Vostra parce que c'est une boîte qui correspond à vos valeurs et à mes valeurs, donc et à ce que je suis. Et donc du coup, j'ai quand même beaucoup de business qui rentrent par ce biais-là, plus encore que par le biais du sponsoring. Ouais. Et est-ce que tu aurais un autre système en fait où en disant que un client qui serait intéressé par travailler avec Cosa Vostra, finalement, tu pourrais lui dire aussi, mais si tu travailles avec Cosa Vostra, je peux t'amener sur Génération Do It Yourself pour faire connaître ce que tu fais. J'évite ça parce que alors là, tu vois, en termes de liberté éditoriale et de choses comme ça, là, tu vois, je disais la chance qu'on a ça, j'ai appris ça des journalistes et des bases du journalisme, mais mélanger la pub et l'éditorial, c'est jamais très bon parce qu'à la fin, tu finis par sortir, tu vois, en fait, tes épisodes sont achetés. J'ai jamais, je le garantis, la main sur le cœur, jamais été payé pour faire passer qui que ce soit dans un épisode. Si ça m'arrivait, ça ne m'arrivera pas a priori, mais si je décidais de faire un format un peu sponsorisé, je l'expliquerai. Et quand on a des sponsors en début d'épisode de Génération Do It Yourself, j'explique systématiquement c'est un sponsor. Cet épisode est proposé par ou est sponsorisé par, même pour être plus clair, un tel, et j'explique après ce que c'est. D'accord. Tu les démarches en fait, alors finalement, c'est que comment tu as un petit kit de démarchage, tu te dis je vais aller taper à la porte de ceux qui me plaisent bien, etc. Exactement, tu vois, dans ma liste, je sais que j'aimerais avoir, tu vois, Conto, j'aimerais avoir WeWork, c'est plus compliqué en ce moment, ils ont quelques soucis, mais peut-être bureau à partager en face, dans des univers comme ça. J'aimerais avoir Celsi ou Clémentine, qui sont des logiciels de gestion que j'utilise aussi déjà pas mal. J'aimerais avoir, enfin j'en ai plein, tu vois, et en fait, j'ai l'occasion de les croiser ou de les démarcher d'une manière ou d'une autre, de leur dire est-ce que ça te dirait de faire ça. Et là, en plus, comme j'ai un trimestre d'avance, tu vois, je vais essayer de me dire, ok, comment on fait ce que tu appelles le Q1, le quarter one, donc le premier trimestre 2021, puis le deuxième.
Et en plus, j'ai de la chance, c'est que mes clients sont tous revenus. Donc à partir du moment où ils sont venus une fois, ils ont tous fait au moins une deuxième campagne. Là, j'entame les troisièmes campagnes pour certains de mes clients. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à la fin, si je me débrouille bien, j'ai deux options. Soit je me dis c'est confort, je reste au même prix et je continue avec mes clients. Soit j'augmente pour essayer de voilà. Je préfère un peu l'option 1 parce que je trouve que le prix est bon et que pour eux ça marche. Pour moi ça marche. Ça sert à rien de tirer trop sur la corde. Faut jamais dire jamais. Hein. Peut-être qu'on va augmenter un jour, mais en l'occurrence c'est je pense que là mon objectif il est plus de travailler sur l'éditorial et de me poser, de passer moins de temps. Je suis dans cette culture hein, du 4-hour work week et des choses comme ça, qui est de se dire je préfère passer moins de temps à chercher des annonceurs et travailler plus mon éditorial pour avoir plus d'audience et éventuellement publier plus, plutôt que d'essayer de tirer les prix vers le haut, de toujours changer d'annonceur, etc. C'est moins vertueux en fait. Donc voilà. Non mais c'est intéressant ta démarche, parce que finalement c'est d'abord assurer une qualité de contenu éditorial qui soit top. En plus, moi, t'illustres. Alors, tu sais, moi, sur le podcast, j'ai mon concept de contenu minimum viable, hein, c'est-à-dire de produire un truc où la qualité éditoriale est bonne, même si la technique est parfois un petit peu. Alors, chez toi, elle est loin d'être bancale parce que t'as un bon micro, puis t'as une voix T'as une voix de radio, je sais pas, t'as déjà dû le dire. Et On me l'a dit, je suis assez surpris, mais je crois que je l'ai posé un peu au fur et à mesure. Parce que sur les premiers épisodes, je crois que je l'ai pas. Je pense que petit à petit, je me suis mis à parler un peu plus grave. Je sais pas, mais en tout cas, on me l'a dit, ça m'a surpris beaucoup. Ouais, et c'est finalement... donc, je mettrai le lien vers l'article hein, où tu expliquais comment ton matériel, qui finalement est un matériel... je sais pas, il t'a coûté quoi, 500 € à l'achat quand t'as démarré ? 500 €, exactement. On peut trouver en occasion, on peut être en dessous de 500 € et en neuf, on est un tout petit peu au-dessus. Quoi. Ouais, voilà, parce que t'as 3 micros, un enregistreur, une carte mémoire, des pieds, probablement. Ouais, je mets des bras maintenant parce que les pieds, ça marche moins bien. Je mets des bras articulés. Il y en avait pas trop quand j'ai commencé. Maintenant, il y en a plein sur Amazon à 20 €. Voilà. Et c'est vraiment top. Donc, au niveau du départ du matériel, il y a franchement, enfin, c'est un petit investissement, mais qui est pas énorme hein, par rapport finalement quand on regarde combien ça te rapporte maintenant un seul épisode. Au niveau hébergeur, où est-ce que tu l'héberges le podcast ? Je l'héberge sur un hébergeur qui s'appelle Art19, ART19, qui est un hébergeur américain, qui est pas trop dans une approche self-serve. Donc self-serve, ça veut dire on peut pas facilement, comme sur Ocha ou Pipa ou des choses comme ça, arriver, s'inscrire, etc. Mais si vous voulez, si c'est un hébergeur qui vous intéresse, allez-y. Il faut écrire à Roddy, c'est le patron du contenu de ma part, roddy@art19.com. Il répond très vite. Alors il parle qu'anglais en revanche. J'essaye de récupérer un contrat pour les représenter en France et en Europe. Donc si vous lui écrivez, c'est bien. Et en l'occurrence. Art19, si j'essaye de récupérer un contrat, c'est pareil, toujours droit dans mes bottes, c'est parce que c'est les meilleurs. Et en fait, en ad serveur, ce que tu appelles un ad serveur, c'est l'outil publicitaire. C'est de loin, j'ai tout testé, c'est de loin le meilleur outil qui existe sur cette planète. Alors ça peut changer dans les 6 mois hein, parce que ça va très vite. Mais aujourd'hui, on peut faire des campagnes en disant il y a 20% pour tel annonceur, 20% pour tel autre, 40% pour autre. On peut faire des campagnes en disant je fais que l'Île-de-France ou que la région de Marseille. On va faire des campagnes où on va dire évidemment ça on l'utilise beaucoup. Dès que cette campagne est terminée, on enchaîne sur celle-là. On peut mettre des priorités hautes, basses. Enfin voilà, moi mon approche aujourd'hui, elle est de dire comme j'ai une ligne éditoriale publicitaire, c'est-à-dire que je mets pas des pubs qui sont intrusives, agressives et reloues comme une vieille pub pour un centre commercial ou une marque de pneus, tu vois, qui aurait aucun sens sur mon podcast. Eh bien, du coup, je me dis, je veux quand même habituer les gens à entendre ce message. Et donc, il y a une échelle de messages, des messages payés plus cher, des messages payés moins cher, des messages en cross-promo, en échange, des messages en dessous qui sont de l'auto-promo pour mes autres podcasts, La Martingale, les autres podcasts de Cosa Vostra, Le Panier, ou If This Then Dev pour les développeurs, tu vois. Et enfin, à la fin, une auto-promo Cosa Vostra. Et je sais pas, enfin, tu vois, l'idée c'est vraiment de se dire, je veux plus qu'il y ait d'écoute qui soient non sponsorisées, entre guillemets. D'accord, parce que alors c'est très intéressant que tu racontes ça, parce que finalement on s'en rend pas du tout compte à l'écoute de cette histoire-là. On s'en rend pas compte de quoi ? De cette démarche, de comment tu peux... C'est-à-dire que sur un même épisode, sur On Chui, il n'y aurait pas les mêmes du tout annonceurs. Ouais.
Exactement. Et si tu reviens écouter l'épisode dans 2 semaines, tu n'auras pas le même annonceur non plus. Voilà. Il aura changé parce que sa campagne sera terminée. J'essaye de faire des campagnes de 3 semaines parce que je pense que c'est important d'avoir un repeat important. Il y a un article de référence, mais là-dessus, alors Tim Ferriss a fait pas mal de choses. Il y a eu un post sur son podcast qui était, je crois, en février 2017 où il explique pas mal de choses sur son modèle économique qui m'a beaucoup intéressé, inspiré. Il y a aussi un post sur Medium d'un entrepreneur qui a sponsorisé le Tim Ferriss Show qui s'appelle The Tim Ferriss Effect, qui est vraiment très très intéressant et qui montre un peu comment le business fonctionne. Mais c'est important tout ce que je dis je pense, en tout cas pour moi c'est important sur la manière de le faire parce que non seulement je nuis pas à mon audience, s'il y en a qui veulent zapper, ils zappent, hein. Enfin soyons honnêtes, hein. Mais il y en a pas tant que ça qui le font parce que c'est pas si pénible que ça et au contraire l'idée c'est d'avoir une pub qui est informative. Tu vois toujours Tim Ferriss cet été il a essayé de passer sur un modèle d'abonnement, de ce qu'on appelle Patreon, patronage. Il a arrêté parce que ses auditeurs lui disaient mais en fait sur tes pubs on découvre des nouveaux services, finalement c'est très bien, des nouveaux produits, continue, en fait moi de toute façon je payerai jamais donc voilà et en fait il a arrêté en quelques jours quoi. Et je pense que si tu fais ça bien c'est bien pour tes auditeurs, c'est bien pour toi et c'est bien pour tes annonceurs. Pourquoi se priver quoi? Ouais. Oui, alors c'est vrai que Tim Ferriss avait lancé alors c'était pas par Patreon, hein, mais c'est par un autre système, je sais plus par lequel il était passé. Je crois que c'est un truc qu'il avait bricolé un peu ou par un sponsor. Bon après moi Tim Ferriss j'ai un sentiment quand même c'est un peu long des fois tu vois les annonces de départ etc. Ah mais oui ça je suis d'accord mais c'est les Américains. Voilà, Rich Roll aussi. Américaine hein. C'est très très long. Au bout d'un moment on se dit bon tu démarres. Non c'est sûr moi je fais 1 minute maximum. Il m'arrive de passer 1 minute 10, mais voilà, j'essaie de pas passer au-delà de ça, mais sachant que j'explique quoi. C'est pas une pub où je vais dire c'est une super marque, etc. Non, je vais expliquer pourquoi, comment je l'ai utilisé, qui machin, pourquoi c'est mieux que les autres, etc., etc. Donc c'est pas du tout une pub quoi. C'est vraiment un peu différent. Donc voilà. Et après, en effet, les Américains, ils ont cette tendance à t'en mettre 1, 2, 3, un mid-roll, donc au milieu du contenu. Après une demi-heure, ils te remettent une pub. Et à un moment où en fait, en effet, et je crois que c'est pas bien parce qu'en fait, je me dis que si t'en mets une, les gens la zappent pas. Si t'en mets 4, enfin sur Rich Roll, à un moment, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais à un moment, il y avait 5 minutes, 6 minutes de pub. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'écouter Rich Roll parce que ça me saoulait un peu au début. Il me semble que Joe Rogan, qui cartonne, il en fait pareil jusqu'à 7, 8, 9 minutes. Enfin, voilà. Du coup, tu les écoutes pas. Donc en fait, moi, je préfère avoir une pub bien faite et chère que 5 pubs mal faites et pas chères. Ouais. Non mais c'est une bonne démarche. Surtout que moi sur mon player de podcast, on peut dire que ça démarre à la 6e minute, la lecture d'un épisode. Donc à la limite, on en vient à ces solutions-là puisque tu prends les applications, certaines applications te permettent. Donc ça veut dire que les gens finalement commencent aussi, je pense, à trouver que c'est un peu long, un peu ça sature un petit peu là-dessus. Une fois que ton podcast est donc publié, comment tu le fais connaître finalement? Est-ce que tu as une promotion intensive, tu fais du mail, des réseaux sociaux, enfin je sais pas comment tu fais. Alors j'ai lancé sur le alors je vais revenir là-dessus. J'ai lancé un email sur gdiy.fr. Tu peux t'abonner par mail. Donc ça, c'est important et ça marche. Et j'essaie de donner aussi mes lectures de la semaine, le truc de Netflix ou d'ailleurs que j'ai aimé, un événement, quelque chose qu'on m'a partagé que je trouve bien. Et donc ça grossit aussi de manière assez forte. Mais on est quand même, je suis à peine à 1000 abonnés, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Il faut que ça grossisse, mais je l'ai lancé, voilà. Mais je tiens vraiment à dire que à ceux qui commencent, si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui commencent, je me suis concentré uniquement sur l'audio pendant presque 2 ans. C'est-à-dire que j'avais pas de site internet alors que c'est quand même mon métier de faire ça, mais j'étais uniquement concentré sur la prod audio. J'avais pas de logo, j'avais fait un truc mais vraiment genre une capture d'écran sur PowerPoint hein, pour te dire le niveau et en fait on s'en fout, c'est pas l'important c'est de publier des podcasts, de les pousser là où on est légitime. Moi c'est LinkedIn, tu vois, j'invite tous ceux qui nous écoutent à m'ajouter sur LinkedIn. Tant qu'on a une photo, un nom, un prénom, j'ajoute à peu près tout le monde et c'est un moyen de bien se suivre. C'est comme ça qu'on s'est parlé nous deux aussi au début et du coup après je pousse sur LinkedIn, je pousse sur Instagram un peu, maintenant je pousse sur une newsletter. En fait à chaque fois on se rajoute quand même un travail quoi, une story par-ci, une image par-là, une vidéo comme ça, puis il faut que ce soit charté et puis il faut que ce soit beau, etc. Et en fait
au début, ça me prenait une demi-journée entière pour faire un podcast, le mettre en ligne, etc. Donc ça, c'était même la recherche de l'invité, tout ça, c'était à peu près une demi-journée. Aujourd'hui, je pense que si je cumule les gens avec qui je bosse, parce que je suis accompagné désormais, je dépasse la journée, voire la journée et demie, voire peut-être, il faudrait que je fasse exactement le calcul, mais 2 jours. Ouais. Bon, je peux me le permettre parce qu'en fait, je gagne de l'argent avec, donc je peux en dépenser de l'autre côté, investir pour faire un peu plus et grossir encore. Mais en fait, c'est pas ce qui m'a fait décoller. Ouais. Ce qui fait décoller, c'est le contenu. Ouais, parce qu'au départ, finalement, c'est pas un side project, mais presque, hein, finalement, on peut Ah ouais, dire. ouais. Enfin, Ah si, complètement. ouais. Complètement. C'est un side project. Il est un peu à part dans l'univers de Cosa Vostra et du Startup Studio Padrino qu'on a avec mes associés. C'est un levier pour tout le reste, mais c'est quand même mon bébé à moi. Et c'était vraiment un projet que je faisais en plus, notamment tous les lundis soirs pendant 3 heures, 4 heures, je bossais, dès le lundi, parce que tu vois, figure-toi que ma femme va au théâtre le lundi soir, donc je suis de garde à la maison, je couche mes enfants et après je bosse de 8h45 à minuit, 1h sur le podcast, et je le fais toujours aujourd'hui. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, t'es papa, sportif. Quelqu'un m'a d'ailleurs dit, mais comment tu fais pour arriver à tout faire? Alors, tu fais des sacrifices, je fais un peu moins de sport qu'avant, on en parlait tout à l'heure, je vois le dossard 37 287 du marathon de Paris derrière toi, Bertrand. Félicitations. Je vois pas la médaille, tu me diras, ça se trouve t'as que le dossard, hein. Je sais pas si. Ah si, elle est là, elle est là. Et donc voilà, félicitations, tu l'as bien fini, finisher. Et il est beau le t-shirt cette année, il est rouge et vert, c'est ça? Ouais, il est rouge. La médaille était très critiquée et moi je la trouve bien belle maintenant que je l'ai gagnée parce que je trouve qu'elle brille. Alors au début, je cache pas que j'ai dit elle est un peu simple, hein, quand même, cette médaille par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais le t-shirt est magnifique et la médaille en fait quand tu l'as devant toi, elle brille. Donc moi ça me va bien, tu vois, je suis content avec ma médaille. Mais voilà, mais donc j'ai sacrifié un peu de sport, c'est-à-dire que je suis passé de je sais pas, peut-être pas 10 heures, mais 7 heures, entre 7 et 10 heures par semaine à plutôt 4 heures, tu vois. J'ai sacrifié c'est un peu triste, les gens vont se dire le pauvre, mais enfin le pauvre type d'ailleurs. J'ai sacrifié pas mal mes potes. Je les vois moins, mais il y a aussi le fait d'avoir, tu vois, 3 enfants, dont un qui a 1 an à peine, enfin un peu plus maintenant, Jules. Mais donc voilà, tu te dis, il faut faire le choix. Tu dois voir tes employés, tu dois voir tes enfants, et voilà. Et c'est ce qui fait aussi que je dois faire des choix, que je réponds pas à tous les gens qui m'écrivent, parce que dans les choix, j'ai ma femme et mes enfants, j'ai mes employés et j'ai après mes auditeurs de podcast, mais tu vois, j'ai des responsabilités, des choses à régler, donc du coup c'est tout ça. J'essaie de me faire assister un maximum. J'ai cette chance aussi de pouvoir faire ça, d'avoir quelqu'un qui peut m'aider à la maison et d'avoir quelqu'un qui peut m'aider, une équipe qui m'aide ici qui est extrêmement performante. Donc voilà, hein, tu vois, aujourd'hui je suis plus tant exécutant que ça chez Cosa Vostra. Je suis exécutant sur mon podcast et l'impact que j'ai sur l'agence, il est sur la vision, le management, la strat, le recrutement. D'accord. Alors on va finir sur. J'avais une question qui m'était posée, tiens, pour là-dedans. Est-ce que t'as fait des nuits blanches en tant que podcasteur, tu sais, en te disant, voilà, demain je dois aller voir tel invité, je sais pas, Admire par exemple, tu dis, oh, voilà, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, j'en dors pas de la nuit, je tremble dans tous les sens ou non? Non, je vais te dire, c'est les nuits blanches que je fais. Alors j'en ai fait, il y a des choses, tu vas lire les bouquins en plus un peu tardivement, donc en effet tu vas lire jusqu'à 2-3 heures du mat parce que t'es un peu à la bourre, ça t'arrive, mais je suis pas trop stressé. Encore une fois, tu sais, là-dessus, on le disait tout à l'heure, mais on revient. Si je me mettais l'image du Stade de France sur de moi, je pense que je stresserais d'un coup. Mais on est comme là, toi et moi, en fait. C'est chez moi, mon podcast. Et c'est chez moi, et j'ai 3 invités. C'est celui qui est en face de moi et la personne qui nous écoute. Donc c'est simple, il n'y a pas de pression. Voilà. En fait, la pression, je me la mets, c'est après. Et les nuits blanches, elles viennent, c'est plutôt après. C'est qu'il y a des gens qui aiment pas mon podcast et faut m'y faire. Il y a des gens qui peuvent pas m'entendre parce que je bafouille comme je le fais tout de suite, ou je suis
pas vulgaire, mais je vais dire des gros mots de temps en temps, parce que je parle trop et qui trouvent qu'ils sont pas habitués à ce format, si on écoute Thinkerview, qui est très bien, mais qui est pas la même manière de faire que moi, si on écoute des journalistes ou des gens comme ça qui s'effacent, moi j'incarne mon podcast, donc j'existe, et du coup il y a des gens qui aiment pas ça, ils sont pas habitués, ils aiment pas, et je me tape des commentaires sur iTunes, des ferme ta gueule putain, tu vois, et là évidemment tu lis ces trucs là, moi ça me traumatise. Je le disais dans cet épisode 100, mais c'est vrai, j'ai découvert ça. Je le savais, ça peut peut-être sembler évident pour pas mal de gens, et moi j'aime pas ne pas être aimé en fait. Et en fait, t'as forcément à un niveau d'écoute qui commence à grossir, un certain nombre de personnes qui se pensent que t'es juste un gros con, et il faut l'encaisser. Mais ça m'irrite vraiment, ça m'affecte. Oui, j'essaie de travailler dessus. Ouais, c'est pas facile à gérer, hein. De toute façon, cette exposition que tu choisis pas t'exposer toi-même, et finalement tu exposes ce que tu fais, et puis les gens, ils décryptent un petit peu tout, hein. Et puis en fait, on se fait vachement une idée, hein, sur toi, sur qui tu es, sur comment tu parles, comment tu peux vivre, alors que finalement personne n'en sait rien, c'est quelque part. Et donc les gens se font une idée, et puis moi aussi, hein, j'ai des commentaires qui sont pas très sympathiques des fois, mais les gros mots. C'est un bon signe. Ouais, faut se le dire. c'est ce qu'on dit. On dit souvent qu'il faut trancher un petit peu pour que. Et puis, tu vois, je peux pas t'en vouloir de ça, parce que ce matin, j'ai enregistré un épisode, j'étais très énervé sur les journalistes qui font du podcast et qui veulent s'approprier le format podcast en nous empêchant, nous, d'en faire. C'est mon sentiment que j'ai, tu vois. Et je pense qu'il faut pas que je le réécoute. Sérieusement, parce que j'ai tellement juré dans cet épisode-là. Mais les gens, en fait, à la fin, ils m'ont dit, ah, mais c'est un épisode qui est génial, il a incarné, etc., tu vois, et tout. Et je pense que c'est aussi là, tu vois, c'est si t'essayes de rentrer dans un moule et ressembler aux journalistes, etc., t'es plus toi, et finalement tu te regarderais faire quelque chose, et tu serais plus toi, et ça serait pas génération du it yourself. C'est ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit au début 1 heure ou 1 heure et quart, c'est beaucoup trop, faut pas dépasser 52 minutes. Et puis en fait, j'ai eu un moment des pics d'audience quand j'ai dépassé les 2 heures, tu vois. Et je me suis dit, attends, c'est fou, je fais plus d'audience en dépassant les 2 heures que en faisant des épisodes d'1 heure et quart. Donc attends, bon, tant pis, on va pas se saouler, etc. Et donc en fait, c'est vrai que les formats traditionnels, il faut savoir s'en affranchir. C'est ça qui est génial dans notre média, c'est que on a une vraie sorte de radio libre, quoi. Et voilà, je pense que chacun a sa place, tu sais, dans cet univers de podcast. Je pense que les journalistes vont trouver leur place, les experts sur des verticales très experts, les passionnés, tu vois. Je vois aux États-Unis, tu as des podcasts j'ai vu qu'il y avait 5 podcasts à un moment sur les fans de Walking Dead, quoi, et dont un certain qui faisait une audience de ouf. Ouais. Tu te dis en fait, t'aimes un truc, tu veux faire un truc, tu te mets à deux, t'en parles, et puis de toute façon on s'en fout, c'est drôle en fait, quoi. C'est sympa, et en fait ouais. Moi, j'ai une pensée, par exemple, pour certains qui font des podcasts sur Star Trek. Aux États-Unis, c'est un podcast qui marchait pas mal, c'est sur les Golden Girls, tu sais, la série qui n'est plus tournée depuis peut-être 20 ans maintenant, tu sais. Non, je savais pas, mais voilà, et les c'est gens, génial. ils continuent et j'en parlais ce matin dans l'épisode, je disais, mais c'est des trucs que, effectivement, tu pourrais jamais entendre dans la radio, à la télé ou quoi que ce soit, qui sera en plus obligé d'être rentré dans des formats très particuliers. Là, si t'as décidé de faire tu prends un sujet n'importe lequel, tu peux en parler, t'as le droit d'en parler, tu prends le micro, et on va arriver à la conclusion. J'avais envie de te dire, tu vois, si t'avais là, comme ça, un message à faire passer, tu vois, tu dis, reprenons le Stade de France, tu vois, et au Stade de France, tu peux mettre un panneau en plein milieu, là. Comme ça, qu'est-ce que tu mets sur cet écran géant du Stade de France? Moi, je dirais aux gens, prenez le contrôle, quoi. Tu vois, c'est vraiment le message de cette génération do it yourself. Il y a do it et yourself, et c'est tellement un bonheur de pas subir la vie, de décider d'être heureux. Évidemment, il y a des gens qui subissent des trucs terribles, et c'est pas facile pour tout le monde. Et je touche du bois parce que récemment, j'ai pas eu de trucs terribles comme ça, et je vais en prendre dans la gueule. On va tous perdre nos parents, on va tous, il y a qui ont des accidents. Je vous le souhaite vraiment pas. Je touche du bois pour tout le monde, mais il se trouve que quand on prend le contrôle et qu'on choisit de le faire, il y a des choses dures. On prend des coups, et prendre le contrôle, c'est pas que entreprendre. Il y a plein de choses. On peut décider d'être le président du club de je sais pas quoi, de créer son club de je sais pas quoi. On peut être heureux dans plein de choses, on peut s'accomplir dans plein de choses, mais arrêtez de vous dire
si j'avais pu ou j'ai envie ou si un jour, non, si un jour ça marche pas. Le jour c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et en fait, accomplissez, arrêtez d'être dans des projets qui sont des projets, lancez-vous. Parce que c'est un pur kiff, plantez-vous et c'est pas grave. S'il y a des gens autour de vous qui vous crachent dessus, les voyez plus parce que c'est des gros cons et juste moi, ce matin, dans une présentation à une école qui s'appelle l'éthique, on m'a dit mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais, pourquoi tu bosses autant et c'est quoi vraiment, tu cours après quoi? Et j'ai eu du mal à répondre, ça a été compliqué parce que c'est pas facile, tu sais pas forcément après quoi tu cours, mais le constat il est quand même, je m'éclate, je cours après une forme de liberté qui est une chimère parce que je me suis mis plein de boulets aux pieds, parce que j'ai plein d'employés, parce que j'ai plein de choses, mais qui est en fait quand même une liberté où je leur dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me réveille pas un lundi matin en me disant oh, ça y est, c'est reparti. Je reviens de vacances, je suis content de revenir de vacances. Je pars en vacances, je suis content de partir en vacances. Mais voilà, je pense à mon boulot sous la douche et en m'endormant et de temps en temps la nuit en me réveillant, de temps en temps bien, de temps en temps mal. Mais voilà, quand on se lance et qu'on s'accomplit dans la vie, et ben voilà, c'était une forme longue de tout ça. Je vais rajouter un truc avant que tu conclues, c'est si vous êtes encore là après tout ce temps-là, c'est que vous aimez le podcast de Bertrand. Donc n'oubliez pas, c'est hyper important, non seulement là où il le partage, de le repartager, de liker ses posts sur LinkedIn, sur Insta, sur partout, parce que c'est là où on fait de la croissance organique. Donc si vous les likez et que vous les partagez, les autres vont les voir autour. Donc faites-le et surtout de noter sur Apple et iTunes. Ça fait du bien quand c'est pas toi qui le dis, mais faites-le. Vous pouvez le faire pour moi aussi, mais là on est chez lui, donc faites-le d'abord chez lui. Ajoutez-nous sur LinkedIn et partout. Abonnez-vous et abonnez les gens autour de vous, c'est hyper important. Eh ben, je te remercie pour cette petit coup de pub. Tu vois, été vraiment super bon dans ces genres de messages. Je te remercie beaucoup. Bon, pour conclure, on va rappeler l'adresse du site internet. gdiy.fr et causavostra.com, c'est important aussi. Donc on te retrouvera sur Twitter, sur LinkedIn, tu l'as dit, sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait un compte sur lequel tu partages des extraits, des bouts des petites citations, des petites phrases, des choses comme ça. J'en oublie un? Non, je suis en train de fusionner mes comptes Instagram. Je vais repasser tout sur mon perso parce qu'en fait, sur mon perso, je mets pas trop de perso, donc c'est relou à faire. Donc le compte Insta privilégié, c'est MatInTouch, M-A-2-T. Enfin, vous tapez Mathieu Stéphanie, vous trouverez. Sinon, mais voilà, je privilégie à fond LinkedIn en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est facile. Mais si vous êtes très Insta, je fais des choses et voilà. Ça marche. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tes conseils, pour ces messages positifs et puis sur cette notion de dire il faut passer à l'action, il faut faire les choses, etc. Les gens qui écoutent savent que je déteste remplir l'armoire à regret. Il faut pas se ranger ces trucs-là en disant putain j'aurais voulu le faire, etc. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te détestent parce qu'en fait tu as fait exactement ce qu'ils auraient voulu faire, qu'ils n'ont jamais osé faire. Voilà, tout simplement. Et que toi tu l'as fait et que rien que pour ça ils ont droit non pas de te détester toi, mais pas de se détester eux, mais de se dire ah putain, quand même c'est con, j'ai peut-être loupé un truc. Surtout quand on entend tes chiffres, tu vois, qui font un petit peu rêver. Mais c'est à eux qui doivent s'en prendre et c'est pas à toi. Voilà. Mais quand on a loupé un truc, il faut se dire ok, c'est quoi mes idées du moment et c'est laquelle que je vais pas louper, tu vois. Moi j'ai loupé Instagram, j'ai travaillé sur Insta pendant longtemps en me disant tiens je vais travailler une communauté, je vais la faire grossir. J'ai pris 1000, 2000, 3000, 4000 followers. Là, je dois en avoir, si je cumule les deux maintenant, 11, 12 000. C'est beaucoup et c'est rien. Sachant que les gens, quand j'en avais 4000 qui étaient avec moi à 4000, ils en ont tous 2 millions ou en tout cas 800 000. Sauf que moi, j'ai arrêté. Et parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai compris le truc. Ça va, je vais pas passer ma vie à faire une photo par jour. Ça me saoule. Et j'ai arrêté. Et je me dis, oui, en effet, j'aurais pas. Mais pour autant, ça sert à rien de détester les autres qui l'ont fait. Hein. C'est pas de leur faute. C'est vraiment de la mienne si j'ai pas continué. Donc c'est souvent quand on se dit avec un peu d'envie et qu'on n'aime pas quelqu'un, on se rend compte que tu as totalement raison dans ce que tu dis. C'est à soi qu'on en veut. Donc faut vraiment être capable d'un peu d'introspection là-dessus. Eh bien merci beaucoup pour cette conclusion. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé pour tous ces conseils. Voilà, on se retrouve nous, les auditeurs, sans toi. Voilà, je t'aurais bien invité toutes les semaines, mais bon, t'as autre chose à faire. C'est dommage. Mais peut-être qu'on fera. T'as mieux aussi à présenter, je pense quand même. Enfin, différent au moins, en tout cas. Non, mais c'est
une valeur qui est très importante, donc je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé. Pour tous les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, hein, je vous rappelle, un épisode tous les jours, avec des conseils sur la création, sur le marketing, sur les réseaux sociaux, sur peut-être Instagram. Tiens, on parlera d'Instagram parce que ça bouge quand même beaucoup du côté d'Instagram, hein, quoi qu'on en dise. Je te remercie encore beaucoup et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Et n'oubliez pas, créer des choses, c'est comme ça aussi qu'on avance, on prend le micro et on crée des choses. Merci Bertrand, à bientôt. Ciao ciao.